Programme DRC Digital Nation 2030 aux USA, le président RD congolais dit vouloir faire de la RDC une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030, élément à suivre dans les développements. Reconnaissance du génocide oublié en RDC pour des raisons économiques. Kinshasa continue de crier justice pour les victimes. Le collectif de députés nationaux et provinciaux déterminé à intensifier des actions pour la reconnaissance du génocide. Nous ferons le point dans quelques minutes. Nous vous parlerons d'une note triste. Une mariée décède le jour même de son mariage alors qu'elle était attendue au quartier GB dans la commune de Ngaliema. De son temps, deux invités qui seront informés de cette nouvelle tragique. Entre étonnement et émotion, l'opinion se questionne. Madame, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. L'actualité de ce soir nous amène aux USA. La RDC veut devenir une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030. Telle est l'ambition du garant de la nation. Le président RD congolais l'a fait savoir hier vendredi lors du lancement du programme DRC Digital Nation 2030. Pierre Kibambisson. Digitaliser la République démocratique du Congo a toujours constitué l'une des préoccupations majeures du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement à la magistrature suprême. À marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État a présidé la cérémonie de présentation du programme DRC Digital Nation 2030 aux investisseurs potentiels partenaires de la RDC. Outre l'instauration du meilleur climat des affaires, la RDC s'engage à emprunter résolument la voie de la gouvernance numérique pour une gestion publique plus transparente, plus efficace et plus redevable. C'est ici l'occasion de remercier les entreprises et nos partenaires pour les investissements consentis dans notre pays ces dernières années. Ils témoignent de la confiance nous accordée qui fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité constante. Quant aux piliers gouvernance et régulation, la promulgation du Code du numérique en mars 2023 constitue un tournant majeur. Texte pionnier, il érige une architecture de confiance pour les utilisateurs, protège les données à caractère personnel, sécurise les transactions électroniques et la propriété intellectuelle, tout en renforçant l'attractivité du secteur pour les investisseurs et les startups. Le Code du numérique jette également les bases de l'écosystème institutionnel de lutte contre la cybercriminalité et les menaces du cyberespace, garantissant un développement du digital dans un environnement sécurisé, fiable et propice aux affaires. En outre, la stratégie nationale d'intelligence artificielle en cours de finalisation sera validée avant la fin de cette année et s'accompagnera d'un cadre de gouvernance des données et d'un effort massif de formation dont le projet de construction d'une académie d'intelligence artificielle témoigne de cette volonté. Depuis 2019, la RDC, sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagée dans un vaste chantier de numérisation à l'échelle nationale. La marche a été souvent ralentie par l'impératif sécuritaire provoquant des perturbations. Voilà pourquoi le chef de l'État a salué les processus de négociation conduits avec l'appui des États-Unis d'Amérique, pays avec lesquels la RDC renforce une coopération stratégique ouvrant la voie à une paix durable après plus de 30 ans de conflits injustes qui ont endeuillé tant de familles congolaises. À Paris, la RDC prend part à la 15e édition du Forum d'investissement Europe Africa Investment Forum. La partie congolaise est représentée par le ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo, a donné les éléments nécessaires pour inciter les investisseurs de venir investir au pays de Lumumba. Entrepreneurs, investisseurs, organismes gouvernementaux, compagnies d'assurance, banques, décideurs politiques parlent de la promotion de la collaboration économique entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Des échanges fructueux qui se tiennent à Bruxelles, au Royaume de Belgique, à l'occasion de la 15e édition du forum d'investissement dénommé Europe-Afrique Investment Forum.
Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement que représente la RDC à ses assises, a dans son mot donné des éléments nécessaires pour inciter les investisseurs de venir au pays, apporter leurs capitaux et y investir. Le plus important pour nous, c'était encore une fois de montrer que la RDC fait des réformes. Le président de la République a une volonté plus que jamais que les gros investissements puissent nous rejoindre dans la République démocratique. Nous avons des grandes infrastructures que nous devons construire, les routes, les ports. Donc tout ça demande que le monde privé puisse se sentir à l'aise chez nous et c'était l'occasion de le faire ici. Nous sommes appelés à travailler avec le monde privé, soutient Guilain Nyembo, en ce qui concerne la question des investissements. D'autre part, il y a la question des investissements de manière générale qui nous préoccupe. Comme vous le savez, notre pays a un besoin de financement des investissements de 75% aujourd'hui. Donc pour un budget, on dirait plus ou moins de autour de 100 milliards pour les 5 années ici, avec le plan national stratégique de développement 2024-2028. Donc nous sommes appelés à travailler avec le monde privé. Et donc ici, c'était l'occasion pour moi de donner un peu les éléments qui pouvaient inciter tous ces investisseurs qui sont ici présents de venir chez nous pour apporter leur capital et investir dans notre pays. Dans la foulée, le ministre d'État belge André Flau a dans son intervention invité l'assistance à une mobilisation, une proximité pour accompagner le peuple congolais pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC. Faisons-le de façon bilatérale, a-t-il indiqué. De nombreux autres panélistes sont intervenus dans cette plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle. Ouvert le vendredi 26 septembre 2025 à Bruxelles, ce forum qui se referme le lundi 29 septembre prochain représente une opportunité exceptionnelle de rassembler des dirigeants mondiaux, des investisseurs autour d'une vision partagée pour la transformation économique et culturelle de l'Afrique. Vous allez corriger avec nous. L'ouverture de 6 assises a eu lieu à Bruxelles, en Belgique plutôt. Au pays, le collectif de députés nationaux et provinciaux déterminant à intensifier des actions pour la reconnaissance du Génocoste. Rodépanda. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la nation, a donné le ton sur l'effectivité du Génocoste à travers un message lancé à l'endroit de la communauté internationale. Ce Génocoste étant l'affaire de tout patriote, un lobbying devrait partir de l'intérieur au niveau local vers l'extérieur. Ainsi, le collectif des députés nationaux et provinciaux est déterminé à prendre le relais et intensifier les actions pour assurer un plaidoyer sur toute l'étendue du territoire national pour l'avènement d'une paix durable et définitive. Voilà la raison des échanges de la direction du FONAREV, représentée par le directeur adjoint avec ce collectif de députés pour une collaboration et mener la lutte du lobbying dans une dynamique et en synergie. Depuis le 2 août de cette année, les chefs de l'État avaient lancé une sonnette d'alarme et Génocoste sont venus au FONAREV voir ce qu'ils ont fait jusque-là. Et nous, comme élus, qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien? Moi, je suis de Beni, élu de Benville, de ce qui est vraiment attaqué, et ce qui est le Mourondo qui est ici à Kinshasa. Donc, c'est presque toute la République qui est concernée. Alors, nous devons tout faire avec FONAREV. La République démocratique du Congo vit un chapitre sombre. Le silence de la communauté internationale face au génocide congolais est une tâche sur la conscience collective de l'humanité. Autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les cris de la raison des Congolais doit être entendu à l'échelle mondiale pour la reconnaissance du Génocoste congolais. Au chapitre de réaction, voici ce que pense le Congolais. Maître Lydie Impolé, réagissant au dernier discours du chef de l'État, s'est dit satisfaite de le voir porter haut la voix du vulnérable Congolais. Je tiens à saluer les discours prononcés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies. En dénonçant avec courage et clarté le génocide silencieux qui frappe plus de 3 décennies les populations qui sont à l'est de notre pays. Le chef de l'État a porté haut la voix de femmes
victimes de viols, d'agressions et d'atrocités, ainsi celles de déplacés et de toutes les familles meurtries par cette tragédie humaine. Nous réaffirmons. Femme leader et activiste de droits humains, Lydie Impole Iolo prend la mesure du combat et s'approprie la démarche. Notre engagement d'accompagner cette mission et défendre aux côtés des autorités nationales et de nos partenaires internationaux pour les droits humains fondamentaux de Congolais et Congolaises. On change carrément de registre. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a entamé une inspection de routes concédées au pays. Première étape, celle s'y trouvant dans l'ancien Grand Katanga. Le jeudi, John Bonza a visité les routes concédées Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa, Mokambo, Sakani. Même exercice dans le Lualaba hier vendredi. Le pourquoi dans ces récits signés Anita Lomba et Robert Kalimba. Vendredi 26 septembre 2025, en mission dans le Haut-Katanga et le Lualaba, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, accompagné du gouverneur Martin Kazembe, a inspecté plusieurs axes routiers concédés. Likasi-Solwezi, Likasi-Kambové et Likasi-Kolwezi. Objectif est de s'imprégner de leur fonctionnement et prendre des mesures allant dans le sens d'accroître leur rentabilité et leur durée de vie. Guidé par le directeur général de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué, le ministre a salué le passage progressif à 2x2 voies sur l'axe Likasi, fruit de la concession confiée à la société de péage au Congo. Au poste de péage de Likasi, il a reçu des explications sur le fonctionnement et le tarif appliqué. Sur la route Likasi-Borne 32 vers Solwezi, Zambie, où les travaux ont été lancés le 28 juillet dernier par le vaste réseau des services au Congo, le ministre des ITP a insisté sur la qualité et la rapidité d'exécution. Sur l'axe Likasi-Kambové, très fréquenté par les camions miniers, la concession est exploitée par Future Development Company. Quant à la route Likasi-Kolwezi, l'une des plus anciennes concessions du pays, elle est gérée depuis 2017 par Sopeco, avec un revêtement complet et un passage à 2x2, voie réalisée en 2023. L'ingénieur Nikonza Ozao a fourni des explications détaillées sur chaque projet, mettant en lumière les avantages de la concession pour la durabilité, la maintenance continue et le désengorgement du budget 7. Le ministre a souligné, avec l'appui de la CGT, que la mise en concession reste un mode de financement sûr, déjà adopté à grande échelle dans de nombreux pays, dont la France, où les 3/4 du réseau autoroutier sont concédés. Dans l'actualité également, la RDC vient d'arracher une somme de plus de 3 millions de dollars pour la promotion de son commerce sur le marché international. Une enveloppe octroyée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et l'Organisation mondiale du commerce avec l'appui de bailleurs. C'était au cours du Forum global du cadre intégré renforcé tenu à Genève en Suisse. Eric Abamba. Financier de taille mis à la disposition de la RDC pour renforcer sa présence sur le marché international. Ces financements, chiffrés à des millions de dollars, ont été obtenus lors de ces forums global du cadre intégré renforcé grâce aux efforts du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga. Ces partenariats internationaux visent à accompagner et renforcer la capacité commerciale de la RDC en intégrant les commerces dans les politiques nationales de développement pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté. Pour Gilles Mouilumbo, secrétaire général au commerce extérieur et point focal du CIR, ces financements permettraient à la RDC de mettre en place un document programme pays, d'ouvrir une ligne de crédit spécifique dans la loi des finances et de promouvoir le développement de chaînes de valeur compétitives. Le CATD est une structure de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de la CNUSED, qui a essentiellement pour mission d'améliorer la capacité de l'offre des pays les moins avancés afin de les intégrer dans le système commercial multilatéral. L'OMC étant chargé essentiellement de la régulation du commerce mondial, les aspects liés à la difficulté qu'éprouvent les pays les moins avancés à intégrer ces marchés a été confié justement au CIR. Ces financements est arraché à un mois de la tenue de la 16e session de la conférence des ministres du commerce de la CNUSED prévue du 20 au 23 octobre 2025 à Genève. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, a promis de prendre part à ces travaux.
Il s'est tenu du 23 au 25 septembre 2025 à Kinshasa la première édition du Forum citoyen international organisé par l'Inspection générale de finances en partenariat avec le Centre d'amitié suisse RDC 6 Assises ont permis aux participants de réfléchir sur le défi lié à la bonne gouvernance et à la gestion efficace de finances publiques. Suzy Ngoy. Il s'est déroulé du 23 au 24 septembre 2025 à l'IGF, le Forum citoyen international sur la bonne gouvernance et la gestion de finances publiques. Des assises organisées par le Centre d'amitié suisse RDC en collaboration avec l'Inspection générale de finances, l'ambassade suisse et celle de la Côte d'Ivoire. Elle visait le partage d'expériences autour de la bonne gouvernance et les règles pratiques des finances publiques. Durant 2 jours, plusieurs orateurs ont défilé pour sensibiliser les participants sur les thèmes généraux. Le mot d'ouverture a été lu par le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabaï, qui a circonscrit l'importance de cette rencontre des portées internationales aux yeux de tous. Mais c'est dans l'approche de sensibilisation, c'est dans l'approche de donner aux citoyens, à la population, l'opportunité de comprendre la bonne gouvernance, les combats contre la corruption, le détournement des fonds. C'est ainsi que vous avez vu, ce sont des membres de la société civile, des membres de médias, ainsi que les inspecteurs des finances qui sont invités aussi pour participer à ce forum, afin qu'ils puissent faire un large écho. La deuxième journée a aussi connu plusieurs sous-thèmes, notamment la décentralisation comme modèle adapté à la RDC, la place de la technologie dans la modernisation de finances publiques, pour ne citer que cela. Les participants venus de la société civile, des médias locaux, ainsi que d'autres horizons, trouvent cette rencontre très enrichissante pour le bien-être du Congolais. Dans cette gouvernance-là, la justice puisse fonctionner normalement. Parce qu'il n'y a pas que des citoyens dans un État fortement décentralisé qui peuvent contribuer par leur engagement citoyen à la lutte contre la corruption. Il faut répartir sur de bases solides et mettre en place de stratégies innovantes pour l'émergence d'une véritable classe moyenne. C'est le contenu de réflexion au cours du dernier conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise. Cédric Kenina. Bon, constater que les administrateurs sont présents et que le Conseil peut valablement siéger. Cap vers une classe moyenne forte pour une République démocratique du Congo prospère. Réunis au siège de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Procem, les membres du Conseil d'administration ont passé en revue les grands chantiers visant à structurer une classe moyenne congolaise solide et dynamique. Sous la houlette de sa présidente Gisèle Kayembe, cette session ordinaire a notamment abordé les questions liées à l'évaluation de l'installation des antennes provinciales, la gestion administrative et financière de l'agence, l'état d'avancement de la mécanisation du personnel. État des lieux de la Procem, entre parenthèses, administration et finances, évaluation du processus d'installation des antennes provinciales. Placée sous la tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat et des PME, la Procem s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de faire émerger une classe moyenne capable de porter les développements économiques du pays. Il est à présent temps de parler environnement. Face à l'urgence écologique et à l'accumulation alarmante de déchets en RDC, une voix s'élève avec conviction, celle de la ministre déléguée à l'environnement. Elle entend faire de la gestion de déchets un levier clé pour la transformation économique et environnementale de la RDC. Sandra Diengui. La ministre déléguée à l'environnement en charge de la nouvelle économie du climat fait de la valorisation des déchets à Kinshasa et en province son cheval de bataille. C'est dans ce cadre qu'Arlette Bahati Tito et sa collègue ministre déléguée près le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, Angèle Bangassa Yogo, ont effectué une descente sur terrain pour rencontrer les acteurs évoluant dans ces secteurs et échanger sur les défis et enjeux sectoriels. Dialogue avec la société civile et visite d'unités industrielles du recyclage.
La première étape les a conduites à l'Organisation pour la gestion de l'environnement OGEC, active depuis 25 ans dans l'assainissement urbain. Des échanges ont gravité autour des défis structurels du secteur, les perspectives d'innovation et surtout la nécessité de mettre en place les solutions durables et inclusives. La mission s'est poursuivie par la visite de plusieurs usines spécialisées dans le traitement et le recyclage de déchets non biodégradables, parmi lesquels Cleanplast, V-Central Plast, Ecolist Task, Kintoko et Okeplast. Ces acteurs de l'économie circulaire contribuent à désengorger les villes des plastiques tout en créant la valeur et des emplois. Partout où elle est passée, Arlette Bahati Tito a réaffirmé la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de soutenir les initiatives privées à travers les partenariats gagnant-gagnant afin de bâtir un système national performant des gestions des déchets. À travers cette démarche proactive, la ministre entend établir une feuille de route claire et des réformes sectorielles ambitieuses capables d'inscrire la RDC dans une logique d'économie verte et durable. Les responsables des structures visitées ont salué l'initiative tout en plaidant pour un accompagnement institutionnel solide, notamment en matière d'énergie, de fiscalité et de financement. Pour lutter contre le dérèglement climatique, la RDC joue un rôle important à travers sa biodiversité. Lors d'un atelier, 2 experts en environnement, membres de structures gouvernementales, s'y sont penchés sur le point omis dans la contribution déterminée à l'échelle nationale. Malumbela et Elitumba. La République démocratique du Congo vire vers une CDN 3.0 plus ambitieuse pour préserver la planète. Déterminée à jouer pleinement son rôle de pays solution face à la crise climatique, la République démocratique du Congo prépare activement la soumission de sa nouvelle contribution déterminée à l'échelle nationale CDN 3.0 pour l'année 2025. L'objectif est sans doute celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter efficacement aux effets du changement climatique. C'est dans ce cadre que l'ONG Sarwa, Southern Africa Resource Watch, en collaboration avec l'exécutif national, a réuni chercheurs, experts, sociétés civiles et institutions étatiques à Kinshasa. Ceux des provinces étaient en visioconférence. Ensemble, ils ont analysé les lacunes de la CDN 2.0 et identifié les priorités pour une transition juste et durable. Il faut aussi que les pays expriment à travers cette CDN de combien dont on aura besoin pour ces outils pour nous permettre par exemple de quantifier les gaz à effet de serre. On en parle du CO2, mais les autres gaz, comment on fait pour les quantifier, avec quoi et qui les quantifie? Je crois que nous avons besoin effectivement de cet observatoire général de l'environnement. Et cet observatoire de l'environnement, c'est un élément clé. Donc nous espérons que dans ce document, il y aura des aspects qui pourront être pris par le gouvernement inséré pour l'amélioration de notre CDM. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons eu encore beaucoup d'autres personnes qui ont intervenu et nous avons eu le peuple autochtone, le représentant qui était là, nous avons eu nos amis du sud et nord Kivu, des professeurs qui sont experts dans leur secteur qui étaient là pour proposer et critiquer notre document. Donc nous allons le finaliser et puis nous allons le déposer au gouvernement. La CDN 3.0 intégrera les dimensions essentielles jusqu'ici négligées, notamment la gestion durable des forêts, ressources en eau, genre, sécurité et paix notamment. Une approche holistique pour une transformation structurelle de l'économie congolaise tout en répondant aux engagements de l'accord de Paris. Dans un autre registre, après sa prise de fonction, le directeur général de la Société nationale de l'électricité était sur terrain. D'abord à la sous-station RVA située dans les installations de l'aéroport international de Njili. Aussi à Kimpoko dans le Baluku. Hier, vendredi, l'ingénieur Teddy Lomba a participé à la réunion du conseil d'administration. Eddie Chala. Après la récente nomination du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA et sa prise de fonction, l'heure était au contact de tout le conseil d'administration avec les cadres et agents de l'entreprise. Le président du conseil d'administration, Luc Badibanga, résume la rencontre. Il était donc utile que le conseil d'administration organise aujourd'hui cette session avec tous les cadres de l'entreprise afin qu'un échange puisse avoir lieu entre le conseil d'administration dans lequel le directeur général fait partie
et les cadres de l'entreprise. Donc ça, c'était le premier volet. La deuxième raison d'être de cette rencontre était pour le conseil d'administration à qui revient de donner l'orientation stratégique d'une entreprise, avec bien entendu le directeur général qui est administrateur également. Il était question donc de pouvoir avoir un échange avec tous les cadres de l'entreprise sur l'étape aujourd'hui des discussions stratégiques concernant la SNEL. Nous sommes donc dans une réflexion sur notre plan stratégique à long terme, comme cela s'est fait finalement à la SNEL depuis de longues années. Le nouveau directeur général de SNEL SA, Teddy Luamba Moubi, est conscient de la lourde charge. Il y a de fortes attentes. Aujourd'hui, la population est en train d'attendre d'être desservie en électricité et ça reste le motif de nous-mêmes parce que nous faisons partie de cette population et nous allons mettre notre engagement. Les cadres et agents devront participer au relèvement de l'entreprise dont l'action touche les Congolais dans leur quotidien. Un atelier a permis de présenter le résultat d'une cartographie des élèves marginalisés afin de mieux comprendre les inégalités et proposer des pistes de solutions. Toto Sungu et Bijoué Kamba. C'est un pas de plus vers une école plus juste et inclusive. L'atelier de restitution organisé par l'AIPAS avec l'appui technique et financier de l'ambassade des Pays-Bas a mis en lumière les réalités souvent invisibles des élèves marginalisés en milieu scolaire. À travers la présentation d'une cartographie précise, cette rencontre a permis de mieux cerner les formes de violence et des discriminations de genre encore présentes dans les établissements. Utiliser les solutions axées sur de jeunes et la technologie numérique pour rendre les écoles plus sûres et plus inclusives pour les jeunes enceintes, les filles mères et les jeunes non conformes au genre en Afrique francophone. L'étude exploratoire que nous allons vous présenter aujourd'hui a permis de documenter les expériences vécues. Un travail essentiel qui pose les bases d'une réponse adaptée fondée sur la protection des élèves les plus vulnérables. Et aujourd'hui, nous avons des évidences sur les violences sexuelles. Nous avons des évidences, vous avez entendu que 67% des élèves subissent des violences sexuelles à l'école. 84% des élèves subissent des violences verbales à l'école, vous comprenez? Et il y a au moins 75% qui subissent des violences corporelles à l'école. Donc, AIPAS, il est institution de mise en œuvre de ce projet ici au niveau de la RDC. Nous allons nous occuper plus de la partie intervention. L'école de santé, c'était plus la partie recherche exploratoire. Et nous allons, sur base de ces résultats, mener des activités pour essayer de relever les défis que nous avons rencontrés. L'objectif est clair, faire de l'école un lieu sûr, équitable et respectueux des droits de tous, sans aucune forme d'exclusion. Et puis cette note triste qui s'est déroulée hier au quartier GB dans la commune de Ngeliema. La mariée décède le jour de son mariage. Quelques heures avant, elle et son mari étaient devant l'officier de l'état civil de Santane. Deux invités qui attendaient leur arrivée vont apprendre son décès. Les raisons ne sont pas encore connues. Une mort tragique qui a laissé sans voix l'opinion nationale. Oscar Mbalkaïj. Ce jour de joie s'est transformé en un jour de deuil. Elle a décidé de quitter la terre des hommes le jour même de son mariage. Une triste nouvelle qui a plongé sa famille, ses amis et connaissances dans un émoi total. Rita Chanda, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, médecin de formation, promotion 2021-2022 à l'université de Kinshasa, a eu un malaise et s'est effondrée par la suite alors qu'elle était sur le point de rejoindre les convives installés dans cet espace aménagé pour accueillir la fête dans la concession GB. Et la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Selon les proches contactés par la rédaction, les circonstances de ce décès ne sont pas encore connues. Toujours est-il que cette scène tragique suscite beaucoup d'interrogations qui pourront trouver des réponses dans les jours à venir. Tout à fait autre chose. Le cadre militant du Parti pour l'Action se prépare déjà aux prochaines élections. Une matinée politique a été organisée à Kinshasa avec le délégué de province sous les auspices de son président national, Trifon Kikei Moulumba, Chimène Dondo et Tony Djouma.
Ils sont venus de différentes provinces de la République. Jeunes cadres du Parti pour l'Action, chers au professeur Trifon Kinki Moulumba, son président national historique et président du Conseil politique national, ont signé ce samedi 27 septembre 2025 la rentrée politique. Il est question pour ces cadres et militants du parti de se préparer pour les prochaines échéances électorales et entrevoir l'avenir de cette formation politique. Pour cette rentrée politique, il est aussi question pour les jeunes de réfléchir sur le développement de leurs provinces respectives. Il était question de les mettre à niveau afin qu'ils puissent s'imprégner de cette stratégie et déjà préparer les prochains scrutins. C'était un message de mobilisation, de remobilisation et de motivation afin que nous puissions nous mettre déjà au travail. Nous avons été à Masimanimba, il y a eu une conférence d'éveil de conscience à l'intention de l'élite, des notables de Masimanimba. Et c'était l'occasion pour que les jeunes, les enseignants, les chefs de groupement, toute la crème de Masimanimba puissent réfléchir sur le développement de leur contrée. Le Parti pour l'Action puise son fondement sur des valeurs humanistes et la social-démocratie. Il est demandé à ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur loyauté aux garants de la nation à travers la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation de le faire le plus tôt possible. Appel lancé par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, Robert Ndaye et Turbo Chimanga. C'est un moment symbolique qui voit défiler de nombreuses personnalités politiques. Toutes viennent signer la charte de l'Union sacrée de la nation, mais surtout renouveler leur loyauté envers l'initiateur de la plateforme présidentielle. Dans ce lot, le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, a réaffirmé son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, louant ses efforts pour la paix et la stabilité du pays. Il a, par cette signature, renouvelé sa loyauté envers l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. Notre loyauté vis-à-vis de la haute autorité politique, le chef de l'État, n'est pas à contester, mais il fallait cette formalité pour pousser à d'autres personnes, bien que nous savons comment les inconstants se comportent. Et bien, nous sommes venus à poser notre signature pour renouveler notre loyauté vis-à-vis de la haute autorité de l'Union sacrée, qui est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union pour la démocratie et le progrès social, hier fille aînée de l'opposition et aujourd'hui parti présidentiel, est engagé dans la consolidation de l'Union sacrée de la nation et surtout au respect de ses objectifs. Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya a accompagné le directeur général de l'UNPP pour le renouvellement de sa loyauté envers la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Nos mandataires viennent toujours signer puisque en dehors du communiqué de l'Union sacrée, moi-même comme responsable de l'IDPS, j'avais signé un communiqué demandant à tous nos mandataires de venir signer l'acte d'engagement, y compris même nos conseillers qui sont à la primature, à la présidence de la République, même dans des cabinets de certains vice-premiers ministres. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Chimanga, salue la vision du chef de l'État pour un Congo nouveau et fort. Le message, c'est celui d'adhésion de notre population, en commençant par notre parti, à la vision salvatrice du chef de l'État, qui est notre autorité politique de référence. Mimi Munga, mandataire de l'ONAPAC, rend hommage mérité aux champions de la masculinité positive. Nous sommes venus adhérer à cette idéologie de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est comparable à Ujamaa de Mwalimu Nyerere, qui a rendu la République unie de Tanzanie stable jusqu'à ce jour. Nous invitons ainsi tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à venir massivement se mettre autour de cet idéal qui va stabiliser notre pays dans tous les domaines. Toutes les personnalités, députés et mandataires soulignent l'importance de la loyauté et la discipline au sein de l'Union sacrée de la nation. Mathieu Mananga Ngoma, PCA de l'ONATRA, félicite le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation en tant que gardien de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et renouvelle par ses signatures la loyauté envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est 20h, passé d'une trentaine de minutes à Kinshasa. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Lancement du programme DRC Digital National
2030. Aux USA, le président RD congolais dit vouloir faire de la RDC une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030. Vous l'avez suivi dans le corps de cette édition. Reconnaissance du génocide oublié en RDC pour des raisons économiques. Kinshasa continue de crier justice et réparation de victimes. Le collectif de députés nationaux et provinciaux déterminés à intensifier des actions pour la reconnaissance du Génocide. Et puis, une mariée décède le jour même de son mariage alors qu'elle était attendue au quartier GB dans la commune de Ngaliema. De centaines d'invités qui seront informés de cette nouvelle tragique. Entre étonnement, émotion, l'opinion se questionne. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Jean-Pierre